Mais nous croyons que l'histoire est dynamique, elle n'est pas statique. Ce qui est vrai aujourd'hui peut changer dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Et c'est pour ça que nous nous sommes dit, mettons-nous ensemble et essayons de voir comment nous allons affronter le pouvoir pour l'amener à respecter la loi, sa propre loi, parce que ces lois, ce n'est pas nous qui les avons signées. Si je prends la loi de 2017 sur le statut de l'opposition, c'est signé Denis Sassou Nguesso, c'est signé Raymond Zéphirin Boulou. C'est eux qui signent, c'est eux qui violent. C'est pour ça que nous nous Oui, mais sommes dit attends, avec René, on s'est dit, bon, Limbombo, j'ai cru vous entendre dire 2016, Sassou Nguesso a attribué, c'est ce que moi j'ai compris, c'est-à-dire un certain taux, hein, voilà, à chaque candidat, 16% pour qui, et puis bon, c'est pas 20 ou 16 ou 15% pour l'autre. Ça veut dire que vous aviez, comme qui dirait, validé cela ou vous étiez quand même au cœur hein, de cette élection. C'est ici le cas de le rappeler. Quelle analyse, si on non, peut faire, je ne avec valide pas. Je ne valide pas ces résultats. Je les prends tels qu'ils ont été publiés. Vous savez, Sassou a perdu de Brazzaville Sud jusqu'à Pointe-Noire. Oui, on C'est la entendait partie la plus d'ailleurs, peuplée. pardon, pendant que vous le dites, nous avons suivi Pierre Ngolo le reconnaître en ce temps-là, que ça soit avait été battu partout. Il avait reconnu à Pointe-Noire, Brazzaville, voilà. Je vous propose d'ailleurs de suivre Pierre Ngolo et on va continuer tout à l'heure. La tendance à penser que l'élection n'est crédible que là où Denis Sassou Nguesso a été battu. Et que là où il a pris le dessus sur les adversaires, c'est le fruit de la manipulation, ça c'est grossier. C'est grossier. Et ce n'est pas objectif de présenter ainsi la situation. Pourquoi il n'y a pas scandale là où Denis Sassou Nguesso a été battu? Pourquoi ce n'est pas un scandale? Il a été battu à Pointe-Noire. Il a été battu dans certaines localités du Poul, du Niari, de la Lekono, de la Bouinza. Et comme il a été battu dans certaines circonscriptions de Brazzaville, là où il est battu, le résultat est objectif. Là où il a battu les autres, eh bien c'est de la manipulation. Et malheureusement, au niveau des médias internationaux, le penchant est celui-là. La tendance est celle-là. Voilà, et là donc on comprenait très bien, lorsqu'on a perdu Pointe-Noire, Brazzaville, les environs et certains départements, on ne peut pas gagner quand même une élection présidentielle. Mais curieusement, voilà, les résultats ont été, comme qui dirait, inversés. Et vous disiez tout à l'heure, voilà, ça soit attribué à qui il voulait donner une petite partie des élections, disons des résultats, et puis pour s'autoproclamer vainqueur. Et ma question qui devait suivre, est-ce que vous êtes en mesure de réitérer finalement cette mobilisation de 2016? Ou peut-être que Bon, c'est nous à cela que vous sommes vous préparez, c'est ça? absolument, nous sommes convaincus que cette coalition informelle que nous faisons aujourd'hui entre la base de l'UPADES et la base de l'UKI, ça constitue quand même un socle électoral très important. Et nous sommes donnés comme mission de remobiliser ce socle électoral. Et je disais à René, je dis, mais comme tu vois, tel que nous sommes aujourd'hui, là, lorsque nous avons fait notre petite rencontre, euh, mais ce socle électoral réunit le Congo depuis Béthio jusqu'à Pointe-Noire. Et donc, nous allons essayer de travailler pour remobiliser ce socle électoral et nous sommes convaincus qu'on va y arriver. Et donc, c'est tout à fait possible que nous allions aussi à l'élection présidentielle. C'est tout à fait possible. Bon, ce qui est vrai, c'est René. qu'il n'est plus un secret pour personne, hein, surtout pas aux Congolais, que Denis Sassou Nguesso ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Ça, on peut le démontrer. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Dans le cas où vous réitériez, par exemple, la mobilisation de 2016 et que vous arriviez, par exemple, à soutenir un candidat, tout à l'heure, vous nous direz comment ça va se passer, et que vous gagniez encore cette élection, le vrai problème se posera toujours au niveau de la protection des résultats. Ben oui, c'est-à-dire qu'il faut corriger les erreurs de 2016.
Il ne C'est-à-dire, faut plus faire. C'est-à-dire qu'en 2016, il y a eu un certain nombre d'erreurs. D'abord, la charte, l'application de la charte n'a pas été respectée par tous les candidats. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire. Et deux, tout ce qui avait été prévu d'être fait n'a pas été fait, malheureusement. c'était Et quoi? c'est Qu'est-ce qui pour était ça que, prévu? bon, pour la sécurisation des résultats, par exemple, il avait été prévu qu'on devait mettre en place une commission technique électorale, mais en même temps aussi que chacun de nous, là où il était fort, devait assumer ce que l'autre ne peut pas assumer. Je dois dire que du côté de Parfait, dans le pool, cette disposition était parfaitement assumée. Mais que dans les autres candidats, il y a eu beaucoup de défaillances. Et c'est pour ça qu'en faisant cette coalition des opprimés, comme nous l'appelons, on va essayer de tirer les leçons de 2016 et ne pas recommencer les mêmes erreurs. Pour l'instant, je Alors, n'en dis pas merci. plus. René, vous disiez tout à l'heure, oui, votre réaction. Il est important de signaler aux Congolais que quel que soit le candidat, de n'importe quelle nature, qui se présentera à l'élection présidentielle face au candidat de ce pouvoir, gagnera. Donc, le peuple sera mobilisé. Parce que le pouvoir en place a monté ses limites. On n'a pas besoin de trop de campagne aujourd'hui, vu l'état misérable, le chaos total, l'échec total du pouvoir de Brazzaville. Donc on n'a pas besoin de campagne. C'est Oui, on pour n'a pas cette raison, besoin de même campagne, René Mokono, dans le même temps, on a besoin de protéger les résultats, comme on l'a dit tout à l'heure. Parce que tout le problème justement, se pose à ce niveau depuis presque le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir par coup d'État militaire. Nous savons que toutes les élections qui se sont déroulées au Congo ont pratiquement connu la même situation, c'est-à-dire il perd, mais il s'autoproclame et les Congolais n'arrivent jamais n'ont jamais pu protéger leur victoire. C'est ça le problème qui se pose. mais justement, M. Christian, est-ce que vous avez posé la question de savoir si nous serons capables de remobiliser l'électorat de 2016? C'est pour cette raison que je disais qu'à ce niveau, la garantie, c'est la misère commune du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça, déjà, le peuple misérable tient au changement. Donc, pas question du PCT. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 avec moi sur ce plateau. Anatole Limbongo Ngoka, ancien directeur des ressources humaines de la Société nationale d'électricité, SNE, membre de l'UPADS, l'aile opposée à Pascal Tati Mabiala. Bonjour Anatole. Bonjour Christian. Comment Merci. ça va? Merci, je vais très bien. Et vous-même? On est debout, hein, ça va. Merci d'être avec nous sur R7 et René Mokono, membre du Conseil national de l'UDH Yuki, chef de la délégation des congressistes de l'UDH Yuki chargé de la relance des travaux du Congrès, président départemental de l'UDH Yuki Pointe-Noire. Bonjour René. Bonjour Monsieur Christian. Merci de participer à ce numéro de Droit de Savoir. Voilà, vous êtes tous deux représentants des courants dissidents de vos partis respectifs, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à l'alignement de vos formations politiques au pouvoir de Brazzaville et à l'usurpation de ceux-ci par des opportunistes que vous qualifiez de traîtres. Avant de vous faire réagir, je vous propose de suivre ce premier reportage. Suivez. Les 17 partis politiques de l'opposition, y compris UDH-UKI, UDER-Mouinda, PRL, CNR, MUST, RDD, réunis au siège de l'UPADS sous l'autorité de Pascal Tati Mabiala, se sont accordés sur les textes fondamentaux afin d'agir ensemble sur les sujets liés à la gestion du pays et aux questions électorales. Cette plateforme se veut une opposition apaisée, républicaine et constructive. Nous sommes à l'orée d'une élection majeure
qui a souvent apporté des perturbations dans le pays. Et nous saurons nous garder dans la discipline, dans le respect des engagements que nous avons pris, mais aussi dans la liberté qui est octroyée à chaque parti. Prenez votre liberté, mais aussi soyez engagés pour conduire une opposition apaisée, une opposition républicaine apaisée. Ce qui compte, ce ne sont pas les invectives, les querelles. Ça ne nous a jamais rien donné. On peut construire paisiblement une opposition qui peut demain prendre le pouvoir sans qu'il y ait eu ces rixes, ces envolées oratoires. Voilà, un rassemblement des partis de l'opposition, entre guillemets, autour de Pascal Tati Mabiala, premier secrétaire de l'UPADS, en vue de la création d'un autre regroupement politique de l'opposition. Votre commentaire, la parole à qui veut la saisir en premier? Je vais commencer puisqu'il s'agit de mon premier secrétaire sortant, Pascal Tati Mabiala. En fait, ce qui se passe aujourd'hui est assez triste et pour le pays. Parce que. Pardon, Anatole Libongongoka, avant de continuer. Vous dites premier secrétaire sortant, c'est-à-dire? C'est-à-dire que Pascal Tati Mabiala n'est plus premier secrétaire de l'UPADS depuis juin 2017. Alors qu'il a organisé dernièrement la réunion qu'on vient de suivre, là, en reportage, en qualité de secrétaire, premier secrétaire de l'UPADS. C'est-à-dire que depuis juin 2017, oui, le mandat de 2013 de Pascal Tati Mabiala est épuisé. Et ça fait 12 ans qu'il n'y a pas de congrès. Donc, en fait, il est dans l'illégalité totale. Il est premier secrétaire de fait, en fait, il est sortant puisque ses mandats sont épuisés. Mais il est là, c'est surtout grâce à la complicité du pouvoir. Donc, en conséquence, la réunion qu'il a tenue est une réunion, j'allais dire, illégale, c'est ça? À deux titres. D'abord, il n'est plus premier secrétaire de l'UPADS de façon légale et légitime. Ensuite, quand on prend la loi qui détermine le statut de l'opposition politique, elle dit très bien, dans son premier article, dans son alinéa 2, je me fais bien de... Je vous en prie, oui. La loi dit ceci, l'opposition politique est constituée par l'ensemble des partis et ou groupements de partis politiques ne soutenant pas l'action du gouvernement. Ça, c'est le deuxième alinéa de l'article 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne font partie du gouvernement, de l'opposition que ceux qui ne soutiennent pas l'action du gouvernement. Or, il se trouve que depuis 2021, Pascal Tati Mabiala a accepté que l'UPADS, qu'il dirige actuellement, dispose d'un ministre dans le gouvernement, notamment le camarade Honoré Saïd, qui est ministre au gouvernement depuis 2021, donc depuis 2024. Et d'ailleurs, lui-même n'a pas hésité, dans une interview non publiée avec Arsène Séverin, de reconnaître qu'il était comptable de la gestion du PCT. Par conséquent, il ne respecte pas non seulement ses statuts à lui, mais également la loi qui est là, la loi qui détermine le statut de l'opposition. Donc, de ce point de vue, Pascal n'est plus à l'opposition. Parce qu'il est astreint à la solidarité gouvernementale. Alors, comment quelqu'un qui est au gouvernement, qui lui-même reconnaît qu'il est comptable de la gestion du PCT, peut-il se lever un matin et appeler les partis pour faire une réunion, soi-disant, de l'opposition? Ça, c'est le premier niveau du respect des textes. Donc, ce n'est pas du tout un bon exemple. Il ne donne pas du tout un bon exemple au peuple congolais sur le respect des textes tels que le président du Soudan nous a légué dans sa pratique démocratique. Au deuxième niveau, c'est que en juin 2018, Pascal Tati Mabiala avait déjà réuni l'opposition de l'époque, du vivant de Ibris Parfait Kolela, et il y avait eu un mémorandum des partis politiques de l'opposition signé par 11 partis. Exactement ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Je ne sais pas s'il a fait le bilan de ce mémorandum de juin 2018, mais apparemment, quand j'écoute
à la télévision, c'est exactement les mêmes points qui ont été repris par rapport au mémorandum de 2018. Mais le mémorandum de 2018 a été un fiasco. L'opposition républicaine, l'idée d'un pacte républicain, tout ça, ça existe dans le mémorandum des partis de l'opposition en 2018. Est-ce qu'il en a fait le bilan? Mais il ne peut pas faire le bilan parce que dans ce mémorandum-là en 2018, il reprenait, il disait ceci en préambule. Considérant que l'opposition congolaise est constituée de l'ensemble des partis, ne soutenons pas l'action du gouvernement. C'est écrit noir sur blanc dans ce mémorandum. Je ne sais pas dans le nouveau mémorandum qu'est-ce qu'il va écrire, puisque maintenant il est dans la majorité présidentielle. Qu'est-ce qu'il va dire? Voilà donc un acteur politique qui ne respecte pas ses propres statuts, qui ne respecte pas la loi qui détermine le statut de l'opposition et qui joue à ce jeu malsain qui est une très mauvaise image pour la démocratie dans notre pays. Il faut avoir le courage d'assumer ses choix. Or, ce qui n'est pas le cas de Pascal Tati-Mabiola, qui n'a pas le courage de s'assumer en tant que soutien du programme du président Denis Sassou Nguesso. Quelle analyse portez-vous sur la réunion qui s'est tenue dernièrement, dont nous avons tout à l'heure proposé d'ailleurs le reportage à nos téléspectateurs? Quelle lecture faites-vous de cette réunion? C'est ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il donne une image désastreuse des leaders politiques de l'opposition dans notre pays. Il est à la fois au gouvernement et à la fois à l'opposition. C'est quel genre d'animal? C'est quel genre d'acteur politique? C'est ce que je dis tout à l'heure. Pascal Tati-Mabiola n'a pas le courage d'assumer ses choix. En sorte de dire Pascal Tati-Mabiola n'est plus crédible de parler au nom de l'UPADS, c'est ça? Ni légalement, ni moralement, ni du point de vue de l'éthique. Il n'est plus du tout crédible. Il doit avoir le courage d'assumer ses choix. Il doit dire au peuple que moi, Pascal Tati-Mabiola, j'ai envoyé un ministre au gouvernement, je suis comptable de l'action du gouvernement, par conséquent, je ne peux plus me réclamer de l'opposition. Que l'opposition trouve un autre leader pour travailler. Il n'a pas le courage de ses choix. Et ça, c'est désastreux pour les acteurs politiques. J'imagine qu'un autre parti ou une association, pourquoi pas, un regroupement des partis illégaux, se retrouver pour faire une réunion politique. Je pense qu'on aurait envoyé la police pour les disperser parce que c'est d'abord illégal et c'est être sous le coup de la loi. Mais là, on a comme noté une certaine complaisance, j'allais dire, de l'administration de Brazzaville de laisser faire une telle réunion par des gens, voilà, hors la loi. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ben, ce genre de comportement, ce genre d'attitude, ce sont les manœuvres, comment je peux dire, c'est les manœuvres du pouvoir pour conserver le pouvoir. Il faut contrôler Pascal, mais pas de manière ouverte, parce que le pouvoir aussi n'a pas le courage de ses choix. Concernant Pascal Tati-Mabiola, le président Sassou a choisi comme opposant Pascal, mais en fait, il a choisi Pascal comme allié pour l'accompagner. Mais surtout, on les a vus à Madingou, ils étaient ensemble, hein, on les a vus à Madingou. À Madingou, il s'est mis comme directeur de campagne de Denis Sassou Nguesso dans sa circonscription. C'est vraiment le directeur de campagne. Il dit, le président Sassou redonne à Loudima sa vocation de terre agricole. J'ai traduit la pensée des paysans, ils sont bien contents que le président ait choisi Loudima. Non, et plutôt redonner à Loudima sa vocation qu'il a dans le temps. Donc il faut booster la production agricole, il faut la déculper pour que nous ayons du manioc, du maïs, toutes les spéculations agricoles, et pour qu'on arrive finalement un peu à ce que nous sommes en train de dire depuis longtemps, la diversification de l'économie. Dans la ZAP de Mouidi, le président Denis Sassou Nguesso a lancé un mot d'ordre, que chaque district du pays devienne un pôle agricole. Mais c'est grave pour le pays, c'est grave pour notre démocratie. Est-ce qu'on pouvait interpréter, pardon Anatole Limbogongo, est-ce qu'on pouvait interpréter cette parole ou cette déclaration comme un appel à voter pour Denis Sassou Nguesso, c'est ça? Et que l'UPADS n'aura pas de candidat
C'est exactement ce que Saïd a fait avec l'association Banadol à Dolisie il y a quelque temps. Il s'est retrouvé avec les gens du PCT dans une association Banadol. Ils ont dit que Sassou, c'était le grand moine Adol et que par conséquent, ils appelaient Sassou à être candidat en 2026. Donc Pascal, lui, il ne va pas dans une association de l'Oudima, mais c'est en tant qu'élu de l'Oudima qu'il va faire l'éloge de Sassou à l'Oudima. Voilà, population de Sassou, moi, votre élu, population de l'Oudima, moi, votre élu, je vous dis que Sassou est en train de redonner sa gloire à l'Oudima sur le plan agricole. Bon, mais c'est vraiment pitoyable. On peut Quand on parler sait donc que, de trahison alors. bon, c'est pire que de la trahison parce que ça ne se fait pas ouvertement. C'est pire que de la trahison. Le traître, il le fait ouvertement. Vous le savez. Mais lui, il trahit sans le dire ouvertement que j'ai trahi. Ça veut dire qu'entre le pouvoir, entre le président Sassou et Pascal, il y a un deal de mafieux. On agit dans l'ombre, mais on ne dit pas aux gens que nous sommes dans un deal. C'est pour ça que je dis, Pascal n'a pas le courage de ses choix politiques. Merci. Alors tout à l'heure, je reviendrai vers vous pour qu'on comprenne ensemble qu'allez-vous faire finalement face à de telles réalités, à de telles situations. Je me tourne d'abord vers René Mokono. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil national de l'UDHUKI, chef de la délégation des congressistes de l'UDHUKI chargé de la relance des travaux du Congrès, président départemental de l'UDH Yuki Pointe-Noire. Vous avez suivi le reportage de tout à l'heure. Alors, quel commentaire en faites-vous? Parce qu'on a retrouvé, là Euh, aussi, vous étiez représenté apparemment. On a cité l'UDH-Chouki. Merci, Monsieur Christian Perrin. Je voudrais d'abord relever le fait que cette médias se permettent de se dire encore comme le fait de l'opposition. Mon frère Limbongo venait de largement démontrer son illégalité. Ce qui est vrai, c'est que cette réunion a regroupé les acteurs politiques de l'opposition apprivoisés par le pouvoir. C'est ça la véritable dénomination de ceux qui se sont retrouvés à ce scénario. Donc, c'est des acteurs politiques apprivoisés du pouvoir et qui prétendent donc se dire opposants tout en reconnaissant, accompagner le président de la République, puisqu'ils disent qu'ils doivent collaborer au nom d'une opposition républicaine. Mais le terme républicain ne signifie pas cautionner le désordre, accepter l'inacceptable. Qu'on ne se cache pas derrière le terme républicain pour noyer l'opposition, pour noyer la République, pour noyer le bon fonctionnement des institutions. Donc, je suis très gêné. Et quand nous regardons justement les composantes de cette rencontre, il est suffisamment prouvé que ce n'est pas des opposants. Quand nous regardons Badiabio, par exemple, il arrive, il n'est pas mandaté par l'UDH-Yuki. Tout le monde sait c'est que c'est un usurpateur. Il est incapable de mener une action populaire qui prouverait sa légitimité et son soutien de la base de l'UDH-Yuki. Et c'est évident qu'il se retrouve à cette rencontre des apprivoisés du pouvoir. Mais nous qui sommes destinés à poursuivre le combat de Gibis Pafikolela, nous ne pouvons que signaler notre regret
Ce qui est vrai, c'est que rien d'opérationnel, d'efficace ne peut sortir de cette rencontre. Parce que pour que le peuple vive bien, il faut que les acteurs politiques en compétition ou en présence ou en réflexion puissent être à la hauteur de leur mission, qu'ils soient compétents justement. En sorte, vous êtes en train de dire que c'est un regroupement des, j'allais dire, des politiciens en perte de vitesse. C'est ça, ou des Oui, usurpateurs, des gens qui ne représentent absolument rien, sinon rien du tout. qui. Alors, lorsqu'on Ils ne entend dire représentent rien du tout. Pascal Satima Biala, vous l'avez rappelé tout à l'heure, faire une opposition républicaine, il dit même apaisée. Est-ce que c'est une manière pour lui de tenser ceux qui se prendraient pour les vrais opposants, une façon de dire que, bah, écoutez, ce que il a même dit, hein, il veut pas être un opposant radical, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je sais pas. Après, il faudrait qu'on nous dise c'est quoi un opposant radical et pourquoi est-ce qu'il parle d'opposition radicale. À mon avis, M. Christian, le frère Fatima Biala vient simplement, à ciel ouvert, Mhm. se dévoiler de sa largesse, de sa complaisance. On n'a pas besoin de la violence. Lorsqu'on sait qu'on est opposant, on est opposant républicain, c'est fait dans les lois de la République. Donc on ne peut pas sortir hors ces lois républicaines. Donc c'est simplement dire, oui, pouvoir, sachez-le que je l'affirme, je prête serment devant le peuple, que je cautionne la complaisance, que je cautionne tout ce que vous voudriez faire. Je suis pour cette destruction, cette misère que vous faites avaler aux populations congolaises. C'est clair. C'est C'est dit au clair, grand jour. René Mokono. Alors, Anatole Limbongongoka, Pascal Satima Biala parle, puisqu'il est de l'UPADS, hein, c'est le premier secrétaire. Bon, jusque-là, on peut le lui concéder, puisqu'il est à la tête de ce parti. Une opposition républicaine apaisée. Il ne s'inscrit pas dans ce qu'on appellerait l'opposition radicale. Que comprendre par là? Mais c'est encore, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment triste pour notre démocratie. Je vais vous lire le début de la loi qui détermine le statut De de l'opposition. l'opposition. Ça dit ceci, l'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté. Je reprends, l'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pascal Satima Madiala, en tant que député, a délibéré sur cette loi et a voté, donc l'a adoptée. C'est ça la loi de la République. Et l'opposition républicaine respecte la loi qui a été votée par l'Assemblée et le Sénat et publiée par le président de la République. Mais est-ce qu'on va encore trouver la notion de républicaine si on ne respecte pas les lois de la République? Et c'est ça qui est triste dans la situation actuelle pour Pascal Satima Biala. Il En veut sorte, noyer. vous êtes en train de nous dire que Pascal Satima Biala lui-même n'est pas républicain parce qu'il viole la loi, d'accord? C'est ça? Mais il va trouver une définition de position qui n'est pas dans la loi. La loi définit qui est opposant, qui n'est pas opposant. Lui va prendre une définition, je ne sais pas où, pour dire qu'il y a l'opposition apaisée et puis l'opposition radicale. C'est quel texte de loi qui définit ça? René Bokono, est-ce qu'on peut penser que c'est un peu le sentiment de compromission qui lui fait dire un certain nombre de choses finalement? Mais tout à fait, parce que il est suffisamment démontré qu'il est pris en charge par le pouvoir en place. Il s'engraisse. Il est obligé de se faire chantre de ce pouvoir. Parce que parler d'apaisement, tous les Congolais aspirent justement à cet apaisement-là. On n'a pas besoin de nous le dire. Donc, pour lui, il veut se faire remarquer par le pouvoir pour qu'on lui ajoute plus peut-être de ce qu'il attend, puisque nous sommes déjà vers les élections
vers les campagnes, les pré-campagnes de l'élection 2026. Donc, ça ne nous étonne pas. Moi, je n'attends rien de ce monsieur. Je vous l'avais dit en 2022, quand je vous disais que je ne croyais jamais en ce monsieur qui ne pouvait pas assumer ses responsabilités d'opposant. Vous vous rappelez à l'une de vos émissions, je l'avais annoncé et affirmé. Et donc, tant que nous continuerons à penser, tant que nous ne prendrons pas nos responsabilités pour vite les débouter de là, nous allons subir, nous allons souffrir de ces propos qui dérangent les consciences des citoyens qui connaissent la loi. C'est dérangeant ce qu'il affirme là. C'est une Oui, carte mais blanche qui donne surtout le pouvoir. qu'il bénéficie encore de la largesse, j'allais dire, du pouvoir, parce que jusque-là, je ne sais pas si on avait déjà encore nommé un chef de file de l'opposition depuis l'ancienne mandature. Je ne pense pas, depuis les élections 2021. Est-ce qu'on a nommé un nouveau chef de l'opposition ou c'est toujours lui qui est resté par, je ne sais pas moi, voilà, par continuité, pourquoi pas. Mais oui, vous avez quelque chose à dire. Mais justement, M. Christian, mais justement, c'est à cause de ça qu'on détruit Yuki. Parce que ce poste de chef de file de l'opposition revient de droit à l'UDHUK. C'est-à-dire? C'est pour ça que le pouvoir fait les baiser des mains pour que Yuki ne fonctionne pas. Avec cet usurpateur de Badiabio, il ne pourrait jamais revendiquer ce poste de chef de file de l'opposition. Il est dans la nasse de Tatimadian. Il est dans la nasse du pouvoir. Vous êtes sûr, si Blaise Parfait Kola était vivant, cela allait se passer comme ça. Mais de toute façon, nous avons pris la résolution de nous mettre debout pour mettre de l'ordre au niveau de l'UDHUK. À compter de cette coalition que nous formons avec nos amis de l'UPADES, cette coalition de persécutés, des opprimés du pouvoir, ça va nous pousser à avoir plus de tenus pour justement réclamer ce poste qui nous revient de droit. Il revient de droit à l'UDHUK. C'est l'un des points forts, c'est l'une des préoccupations majeures pour notre parti. C'est pourquoi nous nous battons pour que nous ayons un véritable président. Ce poste, Voilà, il est notre. je vais encore repartir vers Anatole Limbongongo, qu'on a entendu Pascal Tsatima-Bialin parler de la formation, pourquoi pas, la création, construire, c'est le terme qu'il a utilisé, une opposition paisible, c'est ça, républicaine, qui pourrait gagner des élections ou remporter l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Et on note donc une certaine incertitude. J'ai eu l'impression, et après je peux me tromper, que Pascal Tsatima-Biala n'a jamais cru en l'UPADES, alors que sous Pascal Lissouba, ce parti a remporté les élections présidentielles en 1992. Bon, il n'y a pas d'incertitude, Christian. Pascal Tsatima-Biala ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. L'UPADES n'aura pas de candidat à l'élection présidentielle. Il a déjà dit. Et les actes prouvent, quand le ministre de l'UPADES, qui est dans le gouvernement, appelle à la candidature de Denis Sassou Nguesso en 2026, en se cachant derrière l'association Banadol, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est des gens qui n'ont pas le courage d'assumer leur choix politique. Ils sont pires que des traîtres. Et quand le premier secrétaire sortant, Pascal Tsatima-Biala, dans sa circonscription de Loudima, fait l'éloge du président Sassou qui redonne à Loudima la gloire de ce que Loudima était en matière agricole, c'est illusoire. Où en sommes-nous avec l'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000, qui était le slogan du président Sassou en 85? Il n'y a rien du tout, rien ne s'est fait. Donc, c'est pas un autre mandat de 5 ans que Sassou va transformer Loudima en un pôle d'excellence agricole. En fait, c'est juste pour montrer que voici notre ligne. Mais ce n'est pas l'UPADES en vérité. Christian, ce n'est pas l'UPADES. C'est le courant de Pascal Tsatima-Biala et de ceux qui le soutiennent au sein de l'UPADES. Parce qu'il a tenté de faire approuver ce choix
d'accompagner le PCT au dernier Conseil national, ben, le Conseil national a rejeté ce choix. Et donc, il le fait de son propre chef. C'est son courant du socialisme démocratique qu'il a lové au sein de l'UPADES. C'est comme ça qu'il travaille. Mais ce n'est pas républicain du tout. Ses propres lois. Il vote une loi, il ne respecte pas la loi. Il n'est pas républicain. Lui, il trouve la définition de républicain où? Tu es député, tu as voté une loi et tu ne la respectes pas dans l'application. Tu n'es plus républicain. Donc, mais finalement, voilà, lorsque je vous suis, je me pose quand même la question de savoir qui est réellement Pascal Satima Biala dans l'UPADES. Quelqu'un me dirait il serait probablement un agent de PCT dans l'UPADES. Tout son comportement est déterminé par ses deals avec le PCT. D'abord, il a été au PCT avant la démocratie, à l'école du parti, directeur des études. Ça, c'est clair, oui. Et quand la démocratie arrive, il n'est pas d'abord à l'UPADES. Il est coopté par Mukwege pour être député à l'Oudjima. C'est comme ça qu'il arrive à l'UPADES. Mais Satima Biala, ce sont les petits de Angelo Apouli, qui lui non plus n'a pas été à l'UPADES au commencement. Il revient à l'UPADES après l'exil. Il est donc à l'UPADES, coopté par Christophe Mukwege. Et quand la guerre arrive, il s'en va, tout le monde s'en va en exil. Il revient à Brazzaville, mais avec l'accord du PCT pour organiser le congrès de 2006 à l'hôtel de ville de Brazzaville lorsqu'il est secrétaire général du parti grâce au doyen Gamassa et à un certain nombre d'opérations un peu ethnico-tribales de ses parents Kouni qui ont décidé de l'aider pour qu'il devienne secrétaire général du parti. Et donc, depuis 2006, il travaille en bonne intelligence avec le PCT. D'abord avec Ngolo, qui est son ami de longue date, et puis avec Pierre Boussa, actuellement. Je dis bien, il travaille en bonne intelligence avec le PCT. Voici ce que nous allons faire, mais nous n'allons pas le dire ouvertement. C'est pour ça que je dis, c'est quelqu'un qui n'a pas le courage d'assumer ses choix politiques. Et donc, il se cache derrière la figure de Pascal Lissouba pour tenter d'exister. Mais par lui-même, en vérité, il a oui, mais parce que, évidemment, on apprend d'ailleurs, c'est sur ce même plateau que vous le disiez, qu'il a même changé, il doit fonctionner avec d'autres statuts qu'il a dû créer, probablement une autre idéologie, avec un autre logo. Il a créé en fait un parti dans un parti, et ça peut tout expliquer. Mais quelle alternative finalement, puisque là, apparemment, c'est lui qui parle au nom de l'UPADES. Bon, pour l'instant, il parle au nom de l'UPADES parce qu'il est encore soutenu par le président Sassou. Sassou l'a choisi pour faire cette manœuvre qui leur permet de conserver le pouvoir. Oui, mais vous, comment entendez-vous faire pour arrêter cette machine? Parce que ce n'est pas parce qu'il est soutenu ou, voilà, je ne sais pas, il a l'aval voilà, de Sassou Nguesso, de faire tout ce qu'il est en train de faire, même en violant la loi. Qu'est-ce que vous entendez faire pour arrêter ça? Nous avons commencé à travailler, à sensibiliser la base de ce point de vue-là, et nous allons continuer à le faire. Et ensuite, nous nous sommes rendus compte que nos amis de Yuki étaient dans la même situation, et que tous les problèmes trouvaient leur source au ministère de l'Intérieur. Bon, avec René Mokono, on s'est dit, mais pourquoi pas faire une coalition des gens qui sont opprimés, brimés par le pouvoir. Et donc, on a commencé à échanger. En tout cas, on est déterminés à ce qu'ensemble, nous essayons de travailler pour avoir un pôle suffisamment fort et imposer au pouvoir le respect des textes. Bon, mais en attendant, formaliser tout cela, et puis ce sera un peu difficile que cela soit accepté par l'administration de Brazzaville actuelle, surtout qu'on va déjà vers les élections. Est-ce que cela veut dire que vous allez beaucoup plus agir au niveau de la base, René Mokono? Comment ça va se passer? Et tout à fait.
Mais tout à fait, parce que la base de l'UDHUKI est intacte malgré l'usurpation de Joseph Badiabio et le soutien présumé. La base nous le demande. Et de toute façon, nous sommes tels que nous analysons les faits, tels que nous travaillons. Il y a une grande sensibilisation qui se fait et nous sentons la nécessité de notre base à s'unir pour ne pas être des opposants de façade. Parce que nous lisons dans le cœur et la conscience des militants cette volonté vraiment d'être ensemble. Ce n'est pas pour rien que nous sommes persécutés ensemble. Donc cette base, nous lisons leur détermination. Un travail de fond est en train de se faire. Nous sommes en train de leur donner des consignes et surtout qu'il y a une volonté manifeste de la population congolaise vis-à-vis du changement, du fait que la misère a dépassé la limite, du fait que le tribalisme jamais connu dans l'histoire du monde est en train de déchirer les citoyens, du fait que la misère la plus outrageante détruit ce peuple. Et tous ces mots qui minent la société congolaise, imposés par le gouvernement Makosso, nous réunissent de plus belle. Et donc, nous avons la facilité dans nos contacts que nous sommes en train de prendre. Ils souhaitent même vite prendre la rue. Nous avons dit non. Non, organisons-nous. Nous sommes en train de discuter avec certaines autorités de ce pays. Et certains, la police, par exemple, nous avons eu un entretien très fructueux avec la police. Il reste la gendarmerie. D'ici la semaine prochaine, nous rentrerons en contact avec la gendarmerie. Parce qu'il faut que si nous arrivons à faire comprendre à ces autorités publiques, de force publique, de comprendre que l'UPADES et l'UDHUKI sont des partis démocratiques et qui veulent construire la paix et qui n'aiment pas l'anarchie, mais qui tiennent à veiller à ce que la République ne soit pas gérée comme une poche telle qu'elle est gérée aujourd'hui. Vraiment, il y a cette volonté de se mobiliser, de se mettre debout pour matérialiser cette coalition des opprimés. Oui, dans le même temps, nous sommes pratiquement à 10 mois de l'élection présidentielle de 2026. Comment vous entendez vous y prendre l'opportunité de cette élection, Anatole Limbongo-Ngoka? Bon, l'élection qui arrive, comme on dit, de manière générale d'abord. Chaque élection, c'est une occasion historique pour mobiliser le peuple autour d'un certain nombre de choses. Je voudrais rappeler à Christian et aux autres que en 2016, nous avons eu le même débat. Faut-il partir ou non? Et puis finalement, il y avait ce débat, faut-il partir en rang dispersé ou alors avec un candidat unique? Malheureusement, la candidature unique n'a pas pu être retenue et il y a eu 5 candidats de l'opposition qui ont signé une charte de la victoire qui devait gérer l'après-élection. Donc, mais une fois qu'on avait décidé de partir, malgré les conditions difficiles d'organisation des élections, je crois que le peuple a vu ce qui s'est passé. Et c'est contraint, malgré lui, que le président Sassou a dû reconnaître que Parfait Kolela et Mokoko avaient quand même des voix. Et donc, il a fabriqué un 15% pour Parfait et 13% pour Mokoko. Mais si ça a été vu, c'est parce qu'on a décidé d'y aller. Je pense qu'il est possible aussi de faire la même chose, surtout que les conditions aujourd'hui sont encore plus difficiles. Maintenant, évidemment, le problème, c'est pourra-t-on avoir cette mobilisation que nous avons eue en 2016? Évidemment, ça, c'est un point d'interrogation sur lequel nous sommes en train de nous interroger avec René Mokono. Est-ce que nous serons, dans le laps de temps qui nous reste, est-ce que nous serons capables d'avoir cette... Mais nous croyons que l'histoire est dynamique, elle n'est pas statique. Ce qui est vrai aujourd'hui peut changer dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois.
Et c'est pour ça que nous nous sommes dit, mettons-nous ensemble et essayons de voir comment nous allons affronter le pouvoir pour l'amener à respecter la loi, sa propre loi, parce que ces lois, ce n'est pas nous qui les avons signées. Si je prends la loi de 2017 sur le statut de l'opposition, c'est signé Denis Sassou Nguesso, c'est signé Raymond Zéphirin Boulou. C'est eux qui signent, c'est eux qui violent. C'est pour ça que nous nous Oui, mais sommes dit avec Anatole Léon, Limobongoka, j'ai cru vous entendre dire 2016, Sassou Nguesso a attribué, c'est ce que moi j'ai compris, c'est-à-dire un certain taux, hein, voilà, à chaque candidat, 16% pour qui, et puis bon, c'est pas 20 ou 16 ou 15% pour l'autre. Ça veut dire que vous aviez, comme qui dirait, validé cela ou vous étiez quand même au cœur hein, de cette élection. C'est ici le cas de le rappeler. Quelle analyse, si on non, peut faire, je ne avec valide pas. Je ne valide pas ces résultats. Je les prends tels qu'ils ont été publiés. Vous savez, Sassou a perdu de Brazzaville Sud jusqu'à Pointe-Noire. oui, on C'est la entendait partie la plus d'ailleurs, petite. pardon, pendant que vous le dites, nous avons suivi Pierre Ngolo le reconnaître en ce temps-là, que Sassou avait été battu partout. Il avait reconnu à Pointe-Noire, Brazzaville, voilà. Je vous propose d'ailleurs de suivre Pierre Ngolo et on va continuer tout à l'heure. La tendance à penser que l'élection n'est crédible que là où Denis Sassou Nguesso a été battu. Et que là où il a pris le dessus sur les adversaires, c'est le fruit de la manipulation, ça c'est grossier. C'est grossier. Et ce n'est pas objectif de présenter ainsi la situation. Pourquoi il n'y a pas de scandale là où Denis Sassou Nguesso a été battu? Pourquoi ce n'est pas un scandale? Il a été battu à Pointe-Noire. Il a été battu dans certaines localités du Poul, du Niari, de la Lekomo, de la Bouinza. Et comme il a été battu dans certaines circonscriptions de Brazzaville. Là où il est battu, le résultat est objectif. Là où il a battu les autres, eh bien c'est de la manipulation. Et malheureusement, au niveau des médias internationaux, le penchant est celui-là. La tendance est celle-là. Et aujourd'hui, on voit que, bon, mais, on fait de la manipulation à outrance, voulant inverser les faits et donner l'impression que, ben, finalement, mais il y a un pouvoir qui a mis au point un scénario. À quelle fin? Nous savions que nous avons gagné et nous savons que nous avons gagné. Et nous étions en train de préparer, comme nous sommes en train de préparer, l'investiture de celui qui a gagné. Voilà, et là donc on comprenait très bien, lorsqu'on a perdu Pointe-Noire, Brazzaville, les environs et certains départements, on ne peut pas gagner quand même une élection présidentielle. Mais curieusement, voilà, les résultats ont été, comme qui dirait, inversés. Et vous disiez tout à l'heure, voilà, ça soit attribué à qui il voulait donner une petite partie des élections, disons des résultats, et puis pour s'autoproclamer vainqueur. Et ma question qui devait suivre, est-ce que vous êtes en mesure de réitérer finalement cette mobilisation de 2016? Ou peut-être que c'est à cela que vous vous préparez, c'est ça? Absolument. Nous sommes convaincus que cette coalition informelle que nous faisons aujourd'hui entre la base de l'UPADES et la base de l'UKI, ça constitue quand même un socle électoral très important. Et nous nous sommes donné comme mission de remobiliser ce socle électoral. Et je disais à René, je dis, mais comme tu vois, tel que nous sommes aujourd'hui, là, lorsque nous avons fait notre petite rencontre, mais ce socle électoral réunit le Congo depuis Béthio jusqu'à Pointe-Noire. Et donc, nous allons essayer de travailler pour remobiliser ce socle électoral et nous sommes convaincus qu'on va y arriver. Et donc, c'est tout à fait possible que nous allions aussi à l'élection présidentielle. C'est tout à fait possible. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il n'est plus un secret pour personne, hein, surtout pas aux Congolais, que Denis Sassou Nguesso ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Ça, on peut le démontrer. Après,
Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Dans le cas où vous réitériez par exemple la mobilisation de 2016 et que vous arriviez par exemple à soutenir un candidat, tout à l'heure vous nous direz comment ça va se passer, et que vous gagniez encore cette élection, le vrai problème se posera toujours au niveau de la protection des résultats. Ben oui, c'est-à-dire qu'il faut corriger les erreurs de 2016. Il ne C'est-à-dire, faut plus faire. Ben, c'est-à-dire qu'en 2016, il y a eu un certain nombre d'erreurs. D'abord, la charte, l'application de la charte n'a pas été respectée par tous les candidats. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire. Et deux, tout ce qui avait été prévu d'être fait n'a pas été fait, malheureusement. c'était quoi? Et c'est Qu'est-ce qui pour était ça que, prévu? bon, pour la sécurisation des résultats, par exemple, il avait été prévu qu'on devait mettre en place une commission technique électorale, mais en même temps aussi que chacun de nous, là où il était fort, devait assumer ce que l'autre ne peut pas assumer. Je dois dire que du côté de Parfait, dans le pool, cette disposition a été parfaitement assumée. Mais que dans les autres candidats, il y a eu beaucoup de défaillances. Et c'est pour ça qu'en faisant cette coalition des opprimés, comme nous l'appelons, on va essayer de tirer les leçons de 2016 et ne pas recommencer les mêmes erreurs. Pour l'instant, Alors, je n'en dis pas plus. merci. René, vous disiez tout à l'heure, oui, votre réaction. Il est important de signaler aux Congolais que quel que soit le candidat, de n'importe quelle nature, qui se présentera à l'élection présidentielle face au candidat de ce pouvoir, gagnera. Donc, le peuple sera mobilisé. Parce que le pouvoir en place a monté ses limites. On n'a pas besoin de trop de campagne aujourd'hui, vu l'état misérable, le chaos total, l'échec total du pouvoir de Brazzaville. Donc on n'a pas besoin de campagne. C'est oui, pour cette raison, on n'a pas besoin de campagne, René Mokono, dans le même temps, on a besoin de protéger les résultats, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que tout le problème se pose à ce niveau depuis presque le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir par l'État militaire. Nous savons que toutes les élections qui se sont déroulées au Congo ont pratiquement connu la même situation, c'est-à-dire il perd, mais il s'autoproclame et les Congolais n'arrivent jamais n'ont jamais pu protéger leur victoire. C'est ça le problème qui se pose. Mais justement, Monsieur Christian, est-ce que vous avez posé la question de savoir si nous serons capables de remobiliser l'électorat de 2016? C'est pour cette raison que je disais qu'à ce niveau, la garantie, c'est la misère commune du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça, déjà, le peuple misérable tient au changement. Donc, pas question du PCT. Bien, pour protéger les résultats, le grand problème, c'est pourquoi justement, si on était sérieux, le dialogue en question, ce n'est pas le dialogue de Sibiti, de Wano ou de je ne sais où. Il nous faut un véritable dialogue qui n'accepterait plus ce qui s'est fait hier. Parce que ce dialogue n'a abouti à rien. Il nous faut désormais, parce que nous constatons la soif des opposants, d'abord à vouloir être ensemble, constituer une force. Vous êtes d'accord avec nous, les interventions du président Mirassa, il n'a jamais été aussi dur, coriace, que dans son exposé de la rencontre dernière. Il y a une volonté manifeste au sein de l'opposition pour être véritablement une opposition au service des populations. Je tiens d'abord à dire à Jean-Jacques que je fais partie de ceux qui ont animé les forces du changement en 1991. C'est pour ça que je souhaite avoir une pensée particulière pour les personnalités comme Bernard Kolela, comme Massema qui a perdu sa vie très tôt, pour d'autres personnalités qui ont comme disparu, comme Zoumangele, qui ont fait un travail fantastique. Vous voyez bien le travail qui a été fait s'agissant des assassinats politiques est un travail très important, mais 48 ans après, on se rend compte que ça n'a pas avancé. Bon, je ne vais pas être très long. Je dirais tout simplement qu'il faut qu'on ait le courage de dire les choses dans ce pays. On ne peut pas faire l'unité dans la peur.
Et nous avons laissé ce pouvoir avancer parce que nous, les opposants, nous avons été silencieux. Et étant silencieux, nous avons cautionné tout ce qui s'est passé. Il faut le dire clairement. Joseph Kinyumbi l'a dit. Lorsque le jeune Ngavé a fait son congrès, il a également fait un diagnostic. Dave Mafoula avait également fait un diagnostic, etc. La conclusion, elle est claire. Le pays va mal. Denis Sassou Nguesso a amené le pays à la ruine. Mais il a un problème. C'est qu'il veut procéder à la conservation du pouvoir. Et nous, les opposants, dans tout ce qui s'est passé, nous avons souvent croisé les bras et laissé la machine avancer sans que nous ne soyons capables de dire quoi que ce soit. C'est en ça que je remercie Jean-Jacques, d'autant que samedi dernier, j'ai animé une conférence de presse et j'ai lancé un appel. Bon, je précise qu'il y a une nuance, parce que j'ai lancé un appel au rassemblement de la vraie opposition. Pourquoi je le dis? Mais parce que quand vous regardez l'histoire de la vie politique congolaise, mais elle est faite de la mise en place des plateformes de l'opposition. Elles se font, elles se défont, mais absolument rien n'avance. Et nous avons quelque chose de fondamental sur laquelle nous devons nous pencher. C'est que nous avons perdu la confiance du peuple. Quand nous parlons, le peuple ne nous croit pas. Et ils ont un mot simple. Vous êtes opposant le jour et collaborateur la nuit. Comment faire si on veut aller à une réelle opposition? Avoir cette sincérité, cette franchise qui consiste à dire j'ai choisi d'être dans l'opposition, même dans la pauvreté, mais dans la dignité, pour combattre un pouvoir et que nous voulons. Mais est-ce que nous sommes arrivés à ce point? Est-ce que nous sommes prêts à résoudre fondamentalement ce problème? Mais si nous nous résolvons, nous n'aurons pratiquement aucun problème. Ceux qui vont prendre de l'argent la nuit, mais qu'ils disent franchement au peuple, nous, on n'est pas là, mais qu'ils ne viennent pas divertir la population. La population congolaise souffre. Et aujourd'hui, le constat est fait. On a besoin d'un changement. Le pouvoir actuel a échoué. Et je vais vous faire une confidence pour terminer. Vous savez que tout ce qui se passe là ne devrait pas se passer. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Mboulou est en train de faire, regardez le conseil, ce qu'il a fait à Oyo pour préparer les élections. C'est la machine du Parti congolais du travail, avec au moins 5 membres du comité central, quelques militaires, on ne voit même pas les cadres qui ont été formés à l'ENA, qui pouvaient garantir la neutralité de l'administration. C'est une administration partisane. Et c'est ce système. Et je dis au ministre Mboulou, il parle de concertation, mais dès que le PCT prendra part à la concertation, rien n'avancera. Ça veut dire qu'on ne veut pas du respect des textes, on ne veut pas que le pays avance, on veut seulement de la conservation du pouvoir. Mais si vous avez mal géré le pays, acceptez à un moment donné d'assumer les responsabilités, mais vous n'allez pas continuer à vouloir enfoncer le pays dans la mise. Donc je dis, toute initiative qui sera prise pour que nous allions vers le changement et la rupture, je crois qu'à un moment donné, nous pouvons bien convenir des lignes de convergence qui feront que toutes les initiatives qui seront prises convergent vers un seul objectif, c'est d'obtenir le changement et la rupture à travers, pas seulement la gouvernance électorale, mais à travers toute la gouvernance dans le pays. Hier, ce n'était pas le cas. C'est vrai qu'il y a des faux opposants que l'expérience nous a permis de déceler. Donc, nous devons aller à un dialogue. Je parle de dialogue, pas le dialogue du pouvoir. Oui, mais René Mokono, même lorsqu'on parle du dialogue, c'est toujours un problème de rapport de force. Et vous continuez à parler du dialogue. Il y a des Congolais qui ne croient plus au dialogue politique. Oui, Monsieur Christian, il est important aux uns de comprendre qu'il n'y a pas une autre procédure. Déjà, lorsqu'une élection est proclamée par le ministre de l'Intérieur, est-ce qu'on peut s'attendre au changement de résultat? Quel est ce ministre de l'Intérieur qui va proclamer que son président de la République a échoué? Ce n'est pas possible. C'est donc la seule condition, c'est d'abord de faire une concertation véritable digne au niveau de l'opposition. Sous quelles conditions? Lorsque nous ferons une concertation au niveau de l'opposition, en ce moment-là,
unis, en écartant les têtes Mabiala, toute cette racaille de Badiabé qu'on sort, les apprivoisés du pouvoir là. Bien. Et donc, une fois que nous avons fait une bonne concertation au niveau de l'opposition, nous prenons la résolution de modifier certaines dispositions qui donnent le droit au ministre de l'Intérieur de proclamer les résultats. Et donc, ce n'est qu'à l'issue du dialogue que nous pouvons modifier tout cela, à condition que nous soyons rigoureux. C'est ce que nous demandons. Nous ne l'obtenons pas, nous serons en droit de mettre, de faire la marche, de mobiliser les populations pour dire non à la tenue de cette élection dans ces conditions-là. Donc c'est pourquoi le dialogue au niveau de l'opposition d'abord, ensuite le dialogue avec tout le peuple congolais pour qu'on s'impose une fois réunis, unis ensemble, en regardant dans la même direction au niveau de l'opposition, nous serons capables de renverser la vapeur. Parce qu'aujourd'hui, pendant que nous nous opposons, les têtes Mabiala vont dire oui. Et donc, partout où on aurait besoin de la représentation de l'opposition, nous devons mettre les vrais opposants. Oui, mais est-ce que vous tenez, pardon, est-ce que vous tenez compte aussi du timing? Il ne reste que 10 mois. 10 mois encore, c'est moi qui dis, hein. On peut anticiper les choses comme ils savent le faire. Nous avons vécu cela en 2016. 10 mois, c'est rien du tout pour organiser tout ce que vous êtes en train de dire, dialogue, voilà, élection, contestation, élection ou pas élection. Est-ce que vous pensez que dans ce timing-là de 10 mois, vous êtes capable de relever ces défis? C'est possible, monsieur Christian. C'est possible, monsieur Christian. La concertation, ce n'est pas comme à la conférence nationale. Nous nous connaissons, c'est quelques opposants. Nous nous connaissons, il y a des plateformes qui se constituent. C'est nous, pour nous retrouver là avec les frais de l'UPADES, on n'a pas fait des mois. C'est juste au bout d'une semaine, on peut régler tout ça. Il suffit que nous nous mettons au travail, nous montrons notre efficacité, nous montrons notre capacité. Les populations, une fois convaincues que nous sommes devenus une véritable opposition telle que la population le souhaite, ils vont répondre à tout ce que nous allons leur demander. Et lorsque le pouvoir se rendra compte, parce que nous tiendrons des meetings où nous allons démontrer notre mobilisation pour leur dire, si vous n'acceptez pas qu'on modifie là où il faut modifier, à partir du dialogue, nous mettrons cette foule-là dans la... Donc il faut que nous tenions une grande activité, un grand meeting de l'opposition, sans ces apprivoisés. Nous tenons un grand meeting. Et je pense, puisque au niveau de l'UDHUT, par exemple, ils sont en train de demander la candidature à l'élection présidentielle. Mais si nous ne partons pas, ils seront déçus. Mais on ne peut pas aussi partir pour partir. D'où il faut un véritable dialogue qui va faire reculer le pouvoir, qui va montrer qu'au Congo est rené une véritable opposition. En ce moment-là, un mois suffit pour mobiliser. On n'aura pas besoin de trop d'argent. Voilà. Ok, merci. Alors que le timing, vous dites un mois suffit pour mobiliser les Congolais, un rapport de force, donc rééquilibrer le rapport de force par un dialogue, c'est ce que j'ai cru comprendre. Anatole Limbongo-Ngoka, déjà le président de la commission électorale, c'est comme ça qu'on appelle ça. Commission nationale électorale indépendante. Voilà, commission nationale électorale indépendante. Déjà, le président de cette commission a été presque reconduit. C'est toujours Henri Bouka qui est là. Ça veut dire que la machine est déjà mise en œuvre, c'est-à-dire... mais c'est tout ça qu'on va changer. C'est tout ça qu'on va changer. Il faut qu'on change tout ça. Tout ça, là, on va nettoyer, on va mettre une nouvelle commission indépendante où nous prendrons part, où nous aurons les mêmes choses. Là, l'opposition n'a qu'un seul poste, la deuxième vice-présidence. Tout le reste, là, c'est le pouvoir. Alors, nous savions également que sous l'Issouba, cette commission avait été, je crois, cédée à l'opposition. Est-ce que, Anatole Limbongo-Ngoka, est-ce que vous pensez que vous pouvez, une fois de plus, arracher ce poste, par exemple, au niveau de l'opposition, faire de sorte que le président de la commission soit désormais un membre de l'opposition? C'est quand même rester longtemps aux mains du pouvoir.
Bon, on dit que tout est possible à celui qui croit et qui agit en fonction de ce à quoi il croit. Vous savez, aujourd'hui, nous avons l'opposition. Dans la loi sur l'opposition, on dit que l'opposition politique et parlementaire est extra-parlementaire. Nous sommes l'opposition extra-parlementaire, puisque, on le voit bien, les deux partis, les deux dirigeants de l'opposition parlementaire, comme dit, ils sont apprivoisés par le pouvoir. Nous sommes des contestataires à l'intérieur de notre parti, nous sommes l'opposition extra-parlementaire. Et donc, c'est de ce point de vue-là qu'on va commencer à travailler en tant qu'opposition extra-parlementaire. Je disais tout à l'heure, le timing, il est raisonnable, vous pensez? Dis-moi. Oui. Quand on peut. René t'a dit que pour qu'on se retrouve avec lui, il n'a pas fallu une semaine. C'est parce que chacun de nous voulait. Et on l'a fait. Donc, c'est possible. C'est possible si on veut. Alors, quelles seraient donc les conditions favorables pour vous pour prendre part à cette élection? S'il s'agit bien sûr de prendre part à cette élection présidentielle de 2026. Quelles pourraient être? On dit que même dans les grandes guerres, la diplomatie n'est pas simple. C'est sûr qu'il faut toujours rechercher des négociations autant que faire se peut. Bon, maintenant, si on constate qu'il y a un refus total, bon, à ce moment-là, les autres moyens peuvent être utilisés. Les autres moyens, c'est donc les stratégies que vous mettrez en place pour essayer un peu d'inverser, voilà, j'allais dire, le rapport de force, pourquoi pas les équilibrer, parce qu'en politique, c'est ça, c'est d'abord le rapport de force. Donc, nous allons vers la fin de cette émission. Mais on va... Monsieur Christian, je voulais intervenir sur cette question. Permettez, monsieur Christian. Je vous en prie. Vous savez, à côté là, le Gabon. Vous voyez ce que le Gabon vient de faire, la leçon que le Gabon vient de donner à l'Afrique tout entière. En si peu de temps, sans déploiement de l'armée, sans couper les réseaux sociaux, sans rien. Et dans cette temps de cause, ils ont publié les résultats. Cela est possible au Congo. Dans une transparence totale. Dans une transparence totale. On a vu Olingue Nguema dans la foule. Et donc, c'est de notre devoir. Notre priorité, c'est d'abord de dissoudre cette commission électorale. Bon, après, on nous dira, chaque nation a ses réalités. Voilà, si vous êtes capable de réitérer évidemment ce qui s'est passé en 2016, pourquoi pas, on a vu, les Congolais sont capables de se mobiliser. 2015-2016, les Congolais ont prouvé de quoi ils étaient capables. Bon, après il y a eu des trahisons, ça c'est une autre paire de manches. Quand vous disiez que le timing il est raisonnable, c'est ça? Ça dépend des acteurs, à la fois du pouvoir et des acteurs de l'opposition. Vous voyez, jusque-là, nous ne nous étions pas concertés pour dire, bon, mais puisqu'on est brimé par la même personne, bon, essayons de nous concerter pour qu'on regarde si on peut faire quelque chose. Vous voyez, ça nous a pris quoi? Une semaine, puis on s'est dit, OK, c'est bon là, on va y aller. C'est déjà un pas. Nous notons également, il y a de plus en plus des appels au rassemblement de l'opposition, la vraie opposition. Est-ce que ce n'est pas le moment, évidemment, de vous concerter avec les autres? Absolument. On verra bien comment on a entendu Mirassa demander l'unité de l'opposition. On a entendu Jean-Jacques Yombi demander également l'unité de l'opposition. On va échanger avec eux, savoir si cette unité, nous l'entendons bien de la même façon. Et à ce moment-là, pourquoi pas aller... Vous savez, ce n'est pas tellement le nombre qui compte, c'est la qualité et la détermination des gens. C'est vrai que dans les premiers regroupements, on était toujours très nombreux et puis ça ne marchait jamais. Voilà, c'est donc la qualité.
Vous avez dit ce n'est pas le nombre, c'est la qualité des acteurs politiques qui compte. Et voilà, je peux paraphraser Clément Mirassa qui disait l'opposition ne se déclare pas, ce sont les actes qui comptent, qui prouvent qu'on est opposant. Il faut poser les actes. Eh bien, la population est en train de vous regarder. Qui est réellement opposant, voilà, au pouvoir de Brazzaville? René Mokono. Je disais, nous sommes presque à la fin de cette émission. Voilà, vous êtes dans la même situation que l'UPADES. Vous avez des partis qui aujourd'hui subissent un secousse, il faut le dire comme ça, une pression, voilà, du pouvoir de Brazzaville. Et vous disiez que vous vous êtes retrouvés avec les autres dans le but de créer une coalition, c'est ça, les opprimés que vous dites, en fait, tous ceux qui estiment qu'il faut un changement radical du système politique au Congo-Brazzaville. Et tout à l'heure, vous répondiez sur le timing, vous disiez qu'un mois était suffisant pour tout mettre en marche. Et est-ce que c'est ce message que vos militants, votre base retiendra, c'est ça? Non, aux militants et au peuple congolais, nous disons que les temps sont durs, le moment est venu où nous devons nous serrer les coudes, où nous devons être déterminés. On nous a suffisamment trompés, manipulés, on a détruit notre personnalité et qu'on ne peut plus continuer à assister. Il est important. Je demande aux militants, à tous ceux qui peuvent nous croire, qu'il y a encore de l'espoir. Si nous sommes unis et déterminés à renverser la vapeur, le Congo étant immensement riche, c'est parce que nous avons un pouvoir qui ne veut pas du bonheur des populations. Ils s'enrichissent individuellement sans penser au peuple. Il est donc temps de mettre fin à ce système. Et donc, il est important qu'il se lève, comme le disait le président Bernard Kolela, en patois, il disait, excusez-moi, il coupe politique. Et donc, lorsque le chemin est difficile, la difficulté devient le chemin. Et donc, je lance un appel pour que le moment venu, quand nous appellerons cette base à se mobiliser, ils doivent se mobiliser. Il n'y a qu'à travers la mobilisation que nous pouvons faire reculer tous ceux qui sont engagés à détruire les populations. Le président Gibis Fafé Kolela est décédé avec son courage et la parole dans la bouche. Et nous qui avons accepté de continuer ce combat, nous comptons sur vous. Nous devons nous mobiliser pour arrêter ce désordre, cette dictature à outrance qu'on nous fait subir, cette destruction, cette accaparation de nos libertés. Il est de notre devoir. Il n'y a que nous-mêmes qui devons nous lever pour faire face à ce pouvoir méchant, sanguinaire. Voilà, vous dites Carbo, pouvoir méchant. C'est à nous-mêmes de nous lever. Il n'y a pas des étrangers qui viendront ici. C'est à nous-mêmes de prendre conscience. Donc j'en appelle à cette prise de conscience totale pour que vous répondiez à la mobilisation le moment venu. Parce que le pays se meurt, la santé est détruite, il n'y a plus rien qui vit. La saleté, les maisons, les gens sortent sous les toits après les pluies. C'est malheureux, c'est regrettable. Et cela se fait parce que nous, population, nous acceptons. Et nous ne devons plus accepter ça. Nous devons prouver que nous sommes capables de nous opposer à cette dictature à outrance. Donc, nous sommes en train de bâtir des stratégies. C'est sûr que le moment venu, nous mettrons ces stratégies à votre disposition. Et nous disons aussi au pouvoir d'arrêter de faire comme ça. Il faut que nous trouvions des compromis pour une bonne organisation des élections. Il faut que nous revisons tout. Arrêter la corruption. Nous n'en avons pas besoin. Ça va besoin de la paix, de la quiétude et du bien-être des populations. Merci. Se lèvera. Voilà, évidemment, la force de l'opposition, c'est le soutien de sa
j'allais dire, de sa population, tant que la population ne soutiendra pas son opposition, bien évidemment, l'opposition ne pourra rien faire. C'est une affaire, comme disait quelqu'un sur ce même plateau, le problème du Congo est une affaire de tous les Congolais. Voilà, alors si j'ai bien compris, le timing il est raisonnable, tout peut encore basculer, l'opposition peut encore rééquilibrer les forces, c'est ce que j'ai noté. Bien alors, puisque nous parlons de l'élection présidentielle de 2026, tout le monde sait que Denis Sassou Nguesso sera encore candidat, ce n'est plus un secret, il est déjà en pleine campagne électorale, nous l'avons vu un peu partout. Alors la question c'est de savoir un mandat présidentielle de plus pour Denis Sassou Nguesso. Ça vous dit? Mais avant de répondre, je vous propose de suivre, disons, cette réaction, cette réponse de Thierry Mongala, porte-parole du gouvernement congolais, à qui on posait la question sur le bilan du mandat en cours de Denis Sassou Nguesso. Il a été incapable de répondre. Suivez. Nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle de 2026, 4 ans et demi après celle de 2021, à l'issue de laquelle le président Denis Sassou Nguesso avait été élu pour une énième fois président de la République du Congo sur la base d'un projet intitulé « Ensemble poursuivons la marche ». Ce projet va devenir par la suite la feuille de route du gouvernement. Ma question est celle de savoir, Monsieur le ministre, à quel niveau se situe l'exécution de ce projet au niveau gouvernemental? Merci pour votre question. Je rectifierai, si vous le permettez, le mot énième, qui est péjoratif et qui a une connotation négative. On dirait une nouvelle fois réélu, ou une nouvelle fois élu, plutôt qu'une énième fois. Nous sommes en effet à un peu moins d'un an de l'élection présidentielle, et nous sommes dans une période que d'aucuns à travers le monde qualifient de période préélectorale souvent, puisqu'il nous reste moins de temps à parcourir que le chemin qui a été déjà parcouru depuis le début du mandat. Alors il ne m'appartient pas là d'esquisser un bilan. Je crois que le moment du bilan se fera lorsque le temps de rendre des comptes aux populations sera arrivé. Et à ce moment-là, la question qui sera posée par l'opinion, qui sera relayée par les hommes et les femmes de presse que vous êtes, sera de savoir sur les engagements qui avaient été pris, qu'est-ce qui a été réalisé, totalement, partiellement ou pas du tout. Pour ce qui a été réalisé partiellement ou n'a pas pu être engagé, quelles en ont été les raisons profondes. Je crois que c'est à ce moment-là que le bilan sera fait. Il est malaisé à 12 mois de cette échéance de faire un bilan. Faire le bilan, c'est comme si on avait déjà fini le mandat. Le mandat continue, il se poursuivra jusqu'à la dernière minute du dernier jour que la Constitution accorde au président de la République pour le mandat démarré en 2000. Voilà, Anatole Limbongongoka, pour Thierry Mongala, il faut attendre la fin du mandat pour que Denis Sassou Nguesso présente son bilan, alors qu'on peut présenter le bilan de mi-parcours. Comment expliquer qu'un porte-parole du gouvernement soit incapable de présenter le bilan de son président? Bon, ce n'est pas qu'il est incapable de présenter le bilan, mais c'est un échec. C'est pour ça qu'il dit qu'on va attendre jusqu'à la dernière minute. Non, un bilan, nous sommes en 2025, le bilan devrait déjà être fait. Mais c'est un échec. Et ce n'est pas nouveau, Christian. Le président Sassou a lancé 4 plans quinquennaux. Et tous ont échoué. Notamment dans ces 2 objectifs principaux, la diversification de l'économie et amener le pays à l'émergence en 2025. Ce n'est même pas quelque chose, on n'a pas besoin de faire des grands rapports. Déjà en 2023, le ministre des Finances, Jean-Baptiste Ndai, a fait un bilan de l'économie du pays depuis l'indépendance jusqu'en 2023. Le constat, il est là. Le pays n'est pas diversifié. Nous sommes toujours dépendants des importations alimentaires. C'est un constat qui est là. Donc Thierry, c'est parce qu'il ne veut pas dire que c'est un échec comme les 82-86.
Ça a été un échec. 2012-2016, un échec. 2018-2022, échec. 2022-2026. 4 plans quinquennaux. Donc, soit 20 ans de tentatives de mise en place de plans quinquennaux pour diversifier l'économie, amener le pays à l'émergence. Malheureusement, force est de constater aujourd'hui, en début 2025, que tous ces objectifs n'ont pas été atteints. Donc, c'est un échec. Il a beau... Vous êtes en train de lire, on peut lire donc dans sa réponse, un aveu d'échec, parce que de toute façon, les Congolais le vivent, hein, la situation actuelle, la socio-économique au Congo-Brazzaville, elle est désastreuse, pas d'eau potable, surtout ça, même ça, diraient les autres, pas d'électricité stable, le réseau routier totalement cabossé. L'hôpital, on sait dans quelles conditions il se trouve aujourd'hui. Le système éducatif, pareil. Il y a des grèves qui s'enchaînent un peu partout dans le pays. Alors, est-ce que c'est ce que Thierry Mongala a tenté d'éviter? Et quand il parle d'attendre la fin, peut-être parce qu'il croit qu'ils peuvent se rattraper à la dernière minute? Mais non, il n'y a pas de rattrapage en une année pour rattraper 4 ans ou bien 20 ans de projets qui ont été lancés mais qui n'ont jamais abouti à quelque chose. Ce n'est pas dans ces quelques mois-là qu'ils vont rattraper. De toute façon, ils sont déjà en campagne. Le PCT avec son timonier et Elfis Salissa avec son patriarche. Donc, ils ne sont pas là pour faire des bilans. Ils sont là pour promettre des illusions. Le patriarche, donc le Elvis Salissa, c'est l'illusion de l'auto-entrepreneuriat. Le Bokoya patriarche, c'est comme ça va faire. Voilà, aujourd'hui, après 41 le pouvoir, voilà la campagne qu'on fait pour le président Sassou. Donc, le Bokoya patriarche, les hommes ça va faire. Ça c'est quel entrepreneuriat là? C'est encore la vente d'une illusion. Et il avoue qu'il a déjà dépensé 200 millions. Mais dans quoi? Mais là encore, il faut qu'on nous dise sa source de revenus, comment il fait pour avoir tout cet argent. Il disait qu'il a des donateurs, il parle de près de 2 milliards qu'il a dû rassembler, mais on sait qu'au Congo, ce n'est pas évident dans le monde des affaires. Bon, mais comme c'est le Congo, on peut, voilà. Christian, quand il a été coordonnateur de Pona Ekolo, c'est Hugues Gondéré qui lui donnait de l'argent. Ça, c'est connu de tous. Ben voilà. Et après, il a été coordonnateur. C'est Hugues Gondéré qui donnait de l'argent. Maintenant qu'il a fait le patriarche, je suis à peu près certain que c'est toujours de ce côté-là que l'argent arrive. Parce que lui-même, il ne travaille pas. Probablement parce que, évidemment, Dean Elvis Okombi Salisson, c'est aussi le patron de la chaîne TV TPT que je connais très bien. Et là-bas, j'apprends que les journalistes n'ont pas leur salaire. Alors, donc, je me pose la question de savoir pour quelqu'un qui brasse des milliards et qui n'arrive pas à payer les salaires de ses agents, et c'est un problème. Il y a, des mois d'arriérés de salaire non payés à Télé pour tous, TPT. J'étais quand même directeur là-bas aussi, directeur de l'information. Alors, ma question, tout à l'heure, je disais un mandat de plus pour Denis Sassou Nguesso. Le mandat de Sassou Nguesso, c'est le dernier mandat. En fait, le dernier mandat de Sassou, il ne va pas le faire en réalisation. Il ne pourra pas le faire en réalisation. Il va certainement préparer sa succession. C'est un mandat pour préparer sa succession en 2031. Et non pour les Congolais, non pas pour améliorer, Non, c'est pas. Mais il ne peut plus améliorer. Le dernier rapport de la Banque mondiale sur la situation économique du Congo montre bien qu'il y a des obstacles à l'amélioration de la situation économique du pays. Et l'un des obstacles, c'est la mauvaise gouvernance. Et tant que ça n'a pas changé, ça n'apportera rien de nouveau. Deuxièmement, les questions de financement se posent jusqu'aujourd'hui. L'argent qu'on a, on ne l'utilise pas pour améliorer la situation, mais on l'utilise pour d'autres choses. Donc, ce n'est pas en 5 ans, après avoir raté 4 plans quinquennaux, qu'il va améliorer la situation de l'industrie, de l'agriculture. Non. Je pense que ces 5 ans, il va les passer à préparer sa succession. C'est tout ce qu'il peut faire.
C'est là au moins il est fort dans la conservation du pouvoir. Je crois que c'est tout ce qu'il fait. Il n'y a rien, économiquement, il n'y aura rien. Même si Total dit qu'il va investir les 500 millions dans le pétrole. Mais combien on a investi depuis que le pétrole est exploité au Congo depuis 68? Combien ont été investis? Quelle est la situation aujourd'hui? Pointe-Noire, la capitale du pétrole, ressemble à quoi? La première pluie tombée fut-elle petite, le réseau routier de Pointe-Noire est mis au défi et la spéculation sur les tarifs dans les transports en commun va bon train. 2000 francs ou 1500 francs pour une course en taxi et le phénomène des mi-terrains qui oblige les passagers dans les bus en commun de débourser plus de 150 francs CFA pour un même trajet. La réaction des usagers de la ligne 15 qui relie le quartier Fontieti à Montcambatistère est immédiate. Ma chef aboala que la traverse là que bamos même que lutaka awa à toute fois il y a pas député, il y a pas ministre, il y a pas président, baka lutaka awa les hommes d'affaires que lutaka traverse lié awa c'est il dit que va venir là maintenant monter le tarif à 100 c'est il dit que va te monter tu sers 1000 francs awa vont 500 il nga solver à mettre là parce que va être là keimbi manière population qui a souffrir chaque pipe à chaque temps dans le déplacement par rapport à Yanzila et aussi les tarifs même montés et ils n'ont pas tort dans quel sens que Yanzila Keimbi Sinzili Yidama tarif que vous tout cas la manière vanilla que 150 en ce moment même si va penser va recevoir nos chauffeurs ça va bus dans membre de tarif dans moment Zili qui est facile va laisser surveiller parce que qui va renouveler aussi population service. Même son de cloche chez les taximens qui ne peuvent plus circuler dans toute la ville à cause de l'état des routes. Je ne sais pas si nous sommes des étrangers ou boiliers, bête défaillant ou peut-être comprendre le fait. Comment l'État congolais n'a gouvernement et dit gouvernement. Ils ont beaucoup d'argent, ils achètent les véhicules qui coûtent les millions. Donc il dit qu'il y a des problèmes. Et vraiment c'est la catastrophe. Mais donc, ah bah passager on a problème parce que je peux pas faire les longues distances. Il y a des simbifiés, embouteillage. Surtout les hommes de Mvindulu là, de Tissé, de Sefoumou, Ngoyo, ils souffrent, surtout Mpaka. Vraiment, c'est pas l'endave. Bah se changer mon truc. De l'autre côté, la population s'aperçoit de la supercherie des promesses faites pendant les campagnes électorales que rien n'a été fait. Et sur ce, les députés sont pointés du doigt. Député Kouizawa, va mettre 2000, on va te voter Beno, Bentala. Va se faire dans le code de la cabine 500, dans la ligne à 300, finalement, c'est ce qui n'a pas l'air. Après, vous dites, oh, votez. La même Kouidia, tout le la Benoa. Rappelons que Pointe-Noire est la capitale économique qui tient par le biais des impôts et des revenus de son pétrole toute la richesse de la République du Congo. Mais son réseau routier donne du fil à retordre aux usagers et fait payer un lourd tribut à la pauvre population déjà désemparée. Dans presque tous les hôpitaux qui comptent la ville de Pointe-Noire, les patients sont confrontés aux problèmes de lit. Dans les services de pédiatrie, les malades souffrant parfois de différents maux se partagent le même lit à 2, 3, voire plus. Une situation que certains gardes malades déplorent car elle favorise parfois la transmission d'autres maladies contactées sur place. Cette dame dont l'enfant souffrirait du paludisme aurait été contaminée par un autre patient atteint de rougeole avec qui il se partageait le même lit. Les malades sont parfois 3, voire plus sur le même lit, ne souffrant pas tous pourtant des mêmes maux. Dernièrement, quand mon enfant était hospitalisé ici, il était dans le même lit avec un autre enfant atteint de rougeole. À la maison, j'ai constaté que mon fils s'était fait contaminer à l'hôpital par l'enfant qui était atteint de rougeole, avec qui il se partageait le même lit. J'étais obligée de revenir à l'hôpital, cette fois-ci pour le cas de rougeole contracté à l'hôpital. Le témoignage rendu par cette dame est concordant avec les témoignages d'autres gardes malades qui n'ont pas voulu se prêter à notre micro par peur de représailles. Les capacités d'accueil des hôpitaux posent depuis un certain temps problème. Et le fait de lui apporter ces 500 millions à l'orée de l'élection présidentielle, ça ne vous dit rien? Bon, je pense qu'il ne lui apporte pas.
l'argent en tant que tel. Ils tentent de lui apporter un peu de crédibilité pour qu'il reste là et ça leur permet, eux, d'essayer de continuer ce qu'ils sont en train de faire. Eux-mêmes, ils ont leur manœuvre à eux. Lorsqu'on se débarrasse de Posa, qu'on avait à 100%, on partage. Lorsque Eni partage à Vitol un certain nombre de choses, on voit bien qu'il y a des manœuvres au niveau des opérateurs pétroliers. Peut-être que ce qu'il fait, c'est pour essayer de donner un peu de crédit, jeter de la poudre aux yeux du peuple congolais. Mais ça ne changera pas fondamentalement la situation. Ça ne changera pas fondamentalement la situation. René Mokono, nous sommes à la fin de cette émission. Un mot de la fin, notamment sur un dernier mandat pour Denis Sassou Nguesso ou non? Moi, je pense que pour son honneur, il était mieux de ne pas être candidat, de sortir par la grande porte, parce qu'ils ne peuvent rien apporter aux Congolais aujourd'hui, parce que c'est le même gouvernement. On peut changer de ministre, on déplace, on met là-bas. Il est suffisamment démontré qu'ils ne peuvent plus tenir. Le PCT a montré ses incapacités. Ceux qui sont pouvaient imaginer qu'un médecin fasse une opération et il oublie le matériel chirurgical dans le ventre du malade. Et pour réouvrir, il faut faire les échographies et payer encore. Et sur les 6 cas, on oublie le matériel chirurgical dans les 6 femmes qui ont subi la césarienne. Ça, c'est au Congo. Ça se passe où comme ça? Donc, vous imaginez, et à la CNSS, l'hôpital de la CNSS. Et donc, vous voyez qu'aucun chapitre n'est épargné par la mauvaise gestion. Et donc, ça serait mieux de se reposer, comme l'a dit Alassane Ouattara. Et donc, ça ne vaut pas la peine de chercher à empirer la chose. Il faut qu'il y ait un nouveau sang. Cette jeunesse qui a soif de changement. Regardez au Burkina Faso. Nous devons nous inspirer quand même des autres. Et cette jeunesse, les gens sont pris d'initiative, M. Christian. Oui, mais votre discours est celui que Pascal Satima-Biala qualifie de radical. Après, il dit ce genre de discours, ce genre de posture ont toujours conduit le pays à des situations dramatiques. Non, c'est pas le discours qui conduit à des situations dramatiques. C'est le fait de vouloir s'éterniser au pouvoir par tous les moyens qui conduit à des situations dramatiques. C'est pas le discours. Lorsqu'on dit qu'il faut l'alternance, c'est pas ça qui va créer des problèmes. Mais c'est quand on ne veut pas de l'alternance que les problèmes sont là. Donc, Pascal, quand il dit que ce genre de discours a toujours conduit, est-ce que c'est ça qui a provoqué la guerre de 97? Il se souvient avec quel discours pour qu'il y ait la guerre de 97? Pour quelqu'un qui se dit héritier de Pascal Lissouba, c'est quand même triste de constater ce genre de raisonnement. C'est vraiment triste. Alors, René Mokono, je vous laisse donc les 2 secondes pour clôturer et ça sera la fin de cette émission. Oui, monsieur Christian. Donc, même moi, on me dit que je suis violent, je ne suis pas violent. Si j'étais violent, je n'allais pas chercher à rencontrer le commissaire général de la Convention pour la paix et la reconstruction du pays. Je suis en train de vouloir rencontrer les autorités pour qu'on se convienne sur un certain nombre de choses. Enfin, en fait, les politiciens ou les politiques violents au Congo, c'est ceux qui ne veulent plus voir Sassou Nguesso au pouvoir. Et là, on dit, vous êtes radical. Voilà. En définitive, je dis, M. Christian, moi, je m'adresse surtout à cette base de l'UDHUK, parce que c'est une machine électorale. C'est une machine électorale. Je voudrais leur prévenir, à Yuki, ça doit changer. Il y a certaines personnes, un cadre qui vient d'affirmer que lui, il a besoin d'argent. Il ne peut plus travailler, faire la politique pour rien. Il a besoin d'argent. Mais pourquoi vous ne le nommez pas? Le moindre. Bon, c'est parce que si je le nomme... Non, mais si lui, il a dit, ça veut dire qu'il se moque de tout le monde. Pour lui, c'est l'argent, et donc, comme quoi, il peut vous trahir pour l'argent. Pourquoi vous ne le nommez pas? Et c'est pas...
Mais c'est parce que je sais pas, je peux le nommer, mais ça va discréditer celui à qui il a dit ça. Okay, mais au moment où je le dis, il le sait. Il a dit, lui, c'est l'argent. Et c'est pas le moindre. Ce monsieur-là a été dans une des délégations. C'est pas le moindre. Et donc, nous ne voulons pas cette corruption à l'UDHUK. L'UDHUK souffre à cause de cette corruption. Donc, nous devons être des patriotes comme Guy Brice Parfait-Koula nous a recommandé. Et je donne un avertissement à ce cadre-là. Je donne un avertissement à ce cadre qui ne pense qu'à lui-même et qui est en train de vouloir rentrer de porte en porte pour exposer et gagner de l'argent au profit de l'UDHUK. Ce monsieur a d'abord pris de l'argent pour la candidature du vénérable Samba Zakari et dont le dossier n'a pas été finalisé. Le vénérable Samba Zakari était aimé des conseillers de Kinkala. Mais à cause de ce responsable-là, quand je dis il sait, à cause de ce responsable-là... Oui, mais puisque vous ne voulez pas donc le nommer, est-ce qu'on peut conclure notre émission? Vous disiez, l'appel c'est quoi à l'endroit de vos militants, j'allais dire, votre base? En tout cas, que la base ne se décourage pas, qu'ils sachent que la coalition que nous sommes en train de former est une énergie et qu'ils se sentent debout, prêts pour qu'ils répondent présent à notre appel qui fera en sorte que le Congo soit libéré de cette misère. Je ne sais comment la qualifier. Donc, soyez vraiment vigilants et debout, engagés pour le changement dans ce pays. Et ce n'est que de cette façon que nous allons honorer Guy Brice Parfait-Koula. Je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir donc participé à ce numéro de Droit de Savoir où j'ai reçu Anatole Limbongongoka, ancien directeur des ressources humaines de la Société nationale d'électricité SNE, membre de l'UPADS. Elle l'opposait à Pascal Sativabia, je ne sais même pas pourquoi je prononce Pascal Lissouba, mais bon, c'est le parti de Pascal Lissouba, même s'il est encore vilipendé, mais bon, tout le monde a connu ce parti qui a rayonné sous Pascal Lissouba et le seul parti qui a remporté les élections présidentielles démocratiques et transparentes au Congo-Brazzaville en 1992. J'avais aussi sur le plateau René Mokono, membre du Conseil national de l'UDHUK, chef de la délégation des congressistes de l'UDHUK chargé de la relance des travaux du Congrès. Mais c'est quand la relance des travaux, en fait? Vous n'en avez pas parlé, là? Mais justement, nous sommes dans les entretiens. C'est pourquoi nous sommes, comme c'est le système qui bloque, il faut déverrouiller. Mais quand vous avez des corrompus dans nos rangs, là, c'est ça, ils prennent de l'argent, vous passez, demain ça change. Merci. C'est ça, M. Christian. Merci beaucoup. Et ils savent que le pays souffre, toutes les entreprises laissées par Massamba Deba ont été détruites. À cause de quoi? À cause de la corruption. C'est la corruption, M. Christian. Merci pour cette précision. Vous êtes également président départemental de l'UDHUK Pointe-Noire. Grand merci à vous deux d'avoir été avec nous, de nous avoir visités sur R7. On se retrouve très prochainement, mesdames, messieurs. N'oubliez surtout pas de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la situation politique actuelle au Congo-Brazzaville. Élection ou pas élection, vous nous direz ce que vous en pensez au Congo-Brazzaville. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.